Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, lecture du mois. Comme vous le savez, le mois d'août a été un peu particulier entre le fait que je sois parti en vacances pendant 2 semaines, donc forcément j'ai beaucoup moins lu, et le fait que je sois en plein déménagement, vous avez un décor particulier, des lectures particulières, vous allez voir, épisode particulier, tout simplement. Vu que c'est bien plus facile à transporter les mangas, j'ai lu quand même pas mal de mangas ce mois-ci, enfin pas mal, j'en ai lu 6, c'est pas ouf, mais finalement j'en ai lu autant que j'ai lu des comics, et c'est assez rare, donc je vais essayer d'alterner comme ça manga et comics. Et on commence par un manga que j'avais hâte de commencer, c'est tout simplement One Punch Man. One Punch Man, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Saitama, c'est un super-héros qui est un peu blasé dans la vie parce qu'il est juste trop fort. C'est le One Punch Man, c'est-à-dire qu'en un seul coup de poing, il met KO n'importe quel ennemi. Et ça, ça commence un peu à lui peser. Donc du coup, c'est carrément le mec blasé, c'est totalement what the fuck, c'est voulu, c'est complètement décalé, ça parodie l'univers des super-héros d'une manière incroyable. Je trouve le personnage fou. Et moi, j'avais déjà lu l'animé, enfin j'avais déjà regardé l'animé en VF avec la voix d'Orelsan. Mais du coup, ça me tentait bien de lire le bouquin pour aller encore plus loin en fait. Je trouve les dessins super jolis, super quali, la manière de raconter, la manière de parler, je trouve les dialogues super cool. Mais le seul truc qui me frustre, évidemment, c'est que je connais déjà l'histoire pour l'instant. Donc j'ai hâte d'avancer et d'arriver là où j'en suis dans l'animé. Je conseille de fou, surtout vous qui lisez des comics, ça peut être le moyen d'entrer dans le manga sans trop se prendre la tête. Super trouvaille, One Punch Man, je conseille. Et on continue avec une lecture que j'avais un peu abandonnée. Il y a une série de comics dont je vous parlais sur chaque review lecture, et au bout d'un moment, il y a eu une grosse pause. C'est les TMNT, les Tortues Ninja. J'avais fait une petite pause alors que j'avais le tome 7 dans la palle. Je sais pas pourquoi. Parce que je prends toujours plaisir à lire du Tortue Ninja, mais je crois que je voulais lire des trucs encore plus cultes et vraiment avancés. Mais là, fin du mois, je me suis dit, je l'ai vu dans ma palle et je me suis dit, ah, c'est maintenant. Maintenant, j'ai envie de lire du TMNT et je suis content d'en avoir dans ma palle du coup. Le tome 7, sans vous spoiler, c'est enfin le point culminant vers lequel on se dirigeait depuis quelques épisodes maintenant. Et c'est un peu pétard mouillé, hein. C'est cool, mais je trouve que TMNT pour l'instant arrive pas à me faire ressentir un côté épique dans les grosses batailles. J'adore toujours les relations qui s'entremêlent, j'adore toujours les stratégies de certains, etc. C'est toujours trop bien écrit, c'est toujours super bien dessiné, mais il n'y a pas ce côté épique. La grosse bataille, j'ai pas frissonné quoi. Par contre, là où c'est très fort, c'est la fin. La manière dont ça emmené, etc. C'est super bien fait. Et en plus, gros cliffhanger qui nous amène du coup sur l'épisode 8, sur le tome 8. Et voilà, ils ont réussi, j'ai trop envie de lire le tome 8, donc je pense que j'attendrai pas aussi longtemps pour lire le tome 8. Lisez les Tortues Ninja, c'est toujours aussi bien. Et moi je vais avancer dans les tortues parce que j'ai pas mal de retard. Allez, j'ai dit que j'alternais, on va donc passer à un manga. Faut que je vous parle de Twin Star Exorcist. Si jamais, pour ceux qui savent pas, c'est un manga que j'avais eu gratuitement grâce à une offre casée qui offrait des tomes pour l'achat d'autres mangas. Bref, il était dans ma palle et il me faisait pas tant envie que ça, mais vous verrez tout à l'heure que c'était le cas d'un autre bouquin. Par contre, j'ai adoré. Donc je me suis dit, let's go, je suis sur une bonne lancée, on va lire ça. C'est nul, mais c'est vraiment à chier. Je pense qu'en manga, c'est un des pires trucs que j'ai lu, c'est clair. Mais il faut que je vous en parle. Bon, vous connaissez ces mondes-là où il y a des monstres qui débarquent à droite à gauche, des sortes d'esprits. C'est le cas dans Jujutsu Kaisen, c'est le cas dans plein de trucs. Et on va appeler des exorcistes. Encore une fois, comme dans plein de trucs. On va y suivre Rokuro, qui était censé devenir un exorciste, ce qu'on appelle un non-myoji dans ce monde-là. Il était destiné à devenir l'un des meilleurs, déjà. C'était son rêve, un peu à la Naruto, à la Luffy, à ce que vous voulez. C'était son rêve jusqu'au jour où il va subir un traumatisme qui va faire en sorte qu'il ait plus du tout envie de le devenir. Mais évidemment, il va faire la rencontre de Benyo, c'est la deuxième, juste ici, qui est une fille un peu particulière, elle aussi exorciste, et ensemble, ils vont devoir accomplir une destinée, la destinée des Twin Star Exorcistes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se complètent, en fait on sait pas trop, mais ils sont censés devenir faire la paire, quoi, pour... voilà. Pour casser des gueules. Alors vraiment, je vous le répète, c'était une purge, vraiment, sans déconner. Les combats, il n'y a rien qui va, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une capacité, c'est-à-dire que lui, il a un point ardent et elle a des épées, quoi. Le truc le moins épique possible, c'est-à-dire que le gars, il se bat juste avec une grosse main, il n'y a rien, ça donne pas envie du tout. Je crois que j'ai jamais mis aussi longtemps à finir un manga. Vraiment, j'en parlais avec Fox au même moment où j'étais en train de le lire, je disais, mais j'arrive pas, toutes les 3 pages, j'ai envie d'arrêter.
Alors évidemment, je juge le manga sur son tome 1, et c'est peut-être pas la chose à faire, peut-être qu'il aurait fallu que j'en lise 3, mais honnêtement, même si on me payait pour le faire, difficile d'en lire 3. Hein. Il y a tellement de mangas cool, même en termes de shonen, faut vraiment pas partir là-dessus. Vraiment pas. Tenez, on va passer à du comics, et pas n'importe quoi, on va passer à du Batman. Oui, messieurs, dames, j'ai lu du Batman. Et pas n'importe quoi, puisque j'ai enfin lu le tome 2 de La Nuit des Hiboux, enfin du coup le tome 2 de La Cour des Hiboux, donc qui s'intitule La Nuit des Hiboux celui-ci. Je vous disais dans une dernière vidéo que j'avais vraiment adoré La Cour des Hiboux dans cette édition de l'été, et vous aviez été nombreux à me dire « Eh, le con, tu as acheté le tome 2 qui est déjà inclus là-dedans. » Effectivement, effectivement, c'est-à-dire que l'histoire est déjà dedans. Alors là, vous vous dites, bah du coup, qu'est-ce que t'as lu? On m'a prévenu, je le savais. Dedans, hein, dans ce tome-là, en fait, j'ai lu que la moitié. La moitié, je l'avais déjà eu là-dedans, donc ça on s'en fout. Et du coup, là-dedans, j'ai lu en fait 3 tie-in qui représentent du coup la moitié du tome. Très rapide à lire du coup. Mais j'avais envie de lire du Batman sans me prendre la tête, et je trouvais que lire des tie-in, c'était l'occasion parfaite. Je vais revenir sur ces 3 tie-in, parce que j'ai vraiment eu un putain de coup de cœur sur l'un d'entre eux. Et c'est le premier. Le tout premier, il va nous raconter l'histoire de Jarvis, le père d'Alfred Pennyworth, qui est lui aussi du coup au service de la famille Wayne, majordome de père en fils. Il va raconter dans une lettre destinée à son fils ce qui se passe dans la famille Wayne. Donc il va raconter à la fois que lui se sent menacé par une certaine cour des hiboux qui existe. Il va raconter à quel point il aime son fils, il va raconter à quel point il faut fuir la famille Wayne, parce que quand on est auprès d'eux, ils ont ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir magique, ce charisme qui fait qu'on a envie de les servir et qu'on a envie d'être amis avec eux, mais qu'en réalité ils attirent pas mal de problèmes. Donc il va comme ça prévenir son fils du destin qui l'attend en fait. Ça m'a beaucoup rappelé Spider-Man bleu, Daredevil jaune, qui sont ces histoires où on va juste suivre une lettre. C'était super bien écrit, et en plus c'est super bien traduit. Il y a vraiment une patte ancienne dans la manière d'écrire que j'ai beaucoup aimé. Je me suis pas trop renseigné sur les équipes créatives de ces tie-in là, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. En tout cas, énorme coup de cœur sur ce premier tie-in. Le deuxième, je suis mitigé, parce que c'est une histoire qui va concerner Mr. Freeze, voilà, Victor, et j'adore ce personnage. Je pense que c'est parmi mes vilains d'ici préférés, vraiment. Je le trouve exceptionnel, et je trouve son histoire avec sa femme absolument bouleversante. Et du coup, j'étais trop content de lire ça, parce que c'est vraiment centré là-dessus. Donc c'était trop cool, jusqu'au twist. Alors je sais pas si c'est un twist qui est commun dans l'histoire de Mr. Freeze, j'espère pas, parce que vraiment, ça m'a dégoûté de cette histoire. Conseillez-moi des histoires sur Mr. Freeze et sa femme, j'ai vraiment très envie de découvrir ça, parce que il faut que je me remette de ce qui a été dit là-dedans. J'espère que c'est pas canon. C'est nul en fait, ça rend juste Freeze un fou parmi tant d'autres. C'est nul, faut pas faire ça. Ouais, le troisième tie-in, je vais pas trop en parler, c'est l'histoire de 2 adolescents qui vont croiser la route de Batman, et ça va un peu changer leur vie. En vrai, rien d'intéressant, vous pouvez passer votre chemin, mais rien que pour les 2 premiers, je suis content d'avoir lu ça. Les amis, laissez-moi vous parler de Hell's Paradise. Il fait aussi partie de cet homme que j'ai eu gratuitement, et c'est une de mes meilleures lectures manga, voilà, je vais le dire. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en un tome, il s'est passé tellement de choses, j'ai l'impression d'en avoir lu 10. Je vais vous raconter l'histoire de Hell's Paradise, vous allez voir, c'est juste trop bien. On va suivre Gabimaru, qui est donc ce personnage-là, qui est un shinobi, et il est en tôle pour être exécuté. Sauf que Gabimaru, il est un peu immortel en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est dur de le tuer. Et donc toute la première partie, on va voir les tentatives pour le tuer, mais genre, on va bien voir quoi. C'est-à-dire que Gabimaru va nous conter la manière dont on essaye de l'exécuter. Il va compter la douleur, comment est-ce qu'on brûle, par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en train de brûler vivant, quand on est écartelé, où est-ce que ça craque, où est-ce que ça coupe. Voilà, plein de trucs comme ça. Ils essaient de l'exécuter 3-4 fois, à chaque fois c'est pareil, et donc ils racontent un peu comment il survit à ça. Ça c'est la toute première partie, et déjà j'étais à fond dedans.
Ensuite, il va recevoir une visite d'une personne qui va lui proposer quelque chose, l'accompagner dans un monde un peu particulier, et si jamais il survit à ces sortes de Battle Royale, sorte de Hunger Games dans ce monde-là, il aura le droit d'être libéré. J'ai pas envie de tout vous raconter sur Hell's Paradise parce que vraiment, il y a un propos sur l'amour par exemple qui m'a vraiment ému au premier degré. C'est pas juste le truc du début, expliquer les exécutions et tout, c'est vraiment, ça part très loin, très vite. En même temps, j'ai très peur de la suite parce que j'ai peur que ça se transforme juste en Battle Royale avec d'autres shinobi qui sont plus ou moins puissants. Mais jusqu'à présent, c'était un énorme coup de cœur. Je vais évidemment prendre la suite, je vous en parlerai. Mais faites-moi confiance, procurez-vous le tome 1 de Hell's Paradise, c'est vraiment trop bien. Les amis, en cette fin d'août, c'est aussi la sortie événement. La nouvelle pépite de chez 404 Comics, c'est la sortie de Mundus. Alors j'ai eu la chance de le recevoir en avance, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Mais il fallait que j'en parle en vidéo, tellement j'ai aimé ce tome, c'est juste trop bien. Évidemment, je ne vais pas revenir sur le fait que c'est une édition absolument incroyable, Doron, brillant. Nicolas Beaujean fait toujours un taf exceptionnel. Si tu passes par là, Nicolas, juste bravo pour ce taf de fou. Mundus, de quoi ça nous parle? Un peu compliqué à résumer, mais Mundus va questionner la réalité. Ça, on peut le dire. En gros, on va suivre un groupe de personnes qui sont juste ici et qui vont franchir un portail et atterrir dans un nouveau monde. Et ce monde-là, ils vont vite se rendre compte qu'ils le connaissent parce que c'est tout simplement un monde de fantasy que l'un des personnages est en train de lire actuellement. Donc, fruit de sa propre imagination. On va continuer, ça va être le cas pour un autre personnage, etc. Et on va même rencontrer des personnages de fiction bien connus. Je vais pas vous spoiler là-dessus. Et du coup, c'est trop bien, parce que vraiment, cette question de la réalité, on peut pousser la réflexion vraiment très loin. Nous qui sommes en train de lire Mundus, nous qui donnons vie à Mundus en même temps qu'on est en train de le lire, est-ce que ça questionne pas notre propre réalité, celle dans laquelle on est en train de lire? Et c'est trop bien. C'est un énorme coup de cœur. Jusqu'à présent, 404, j'étais assez mitigé. Je trouvais des grosses qualités, et à la fois, j'avais l'impression que ça me parlait pas trop, et que la collection n'était pas faite pour moi. Non, Mundus, c'est énorme coup de cœur. C'est de la science-fiction, en même temps, c'est très philosophique. C'est tout ce qui me plaît, en fait. Et en plus, ça évoque des personnages que j'adore. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mundus, c'est vraiment une pépite. Et alors que c'est casse-gueule. C'est casse-gueule de fou. Le concept même de questionner la réalité, comme peut le faire Matrix, par exemple, c'est hyper dur. Et arriver à nous en convaincre en un tome, c'est du génie. Visuellement, c'est absolument époustouflant. C'est dessiné par Roig. Désolé si je prononce mal. Moi, c'est les dessins qui me plaisent. C'est les dessins qui me plaisent. Je trouve que les dessins sont beaux, les personnages, on y croit. Les univers sont super bien dessinés au point où vraiment on sent qu'on est dans un nouvel univers, etc. C'est juste trop beau, que ce soit les paysages, que ce soit les personnages. Si je devais trouver un défaut, et c'est vraiment parce que je dois en trouver un, parce que sinon, foncez juste sur Mundus, je trouve qu'on développe pas assez le caractère des personnages, on n'arrive pas assez à les comprendre, et du coup on rentre pas assez dans leur univers, qui est primordial, sachant qu'on n'arrête pas d'être plongé dans leur univers respectif. Donc forcément, on aimerait un peu mieux les connaître. Mais du coup, on apprend à les connaître via leur goût. Je pense que ça marche aussi. Du coup, ouais, de grosses attentes sur Mundus. Dernier manga, je vais être très très rapide, c'est Kaiju numéro 8, le tome 5. Pourquoi je vais être très très rapide? Parce qu'il n'y a pas grand chose à redire. Kaiju perd un peu son côté humour, parce qu'on arrive vraiment dans des intrigues qui sont très importantes, très puissantes, très sérieuses. Donc forcément, on perd un peu le côté what the fuck qu'on pouvait avoir au début, qui rappelait un peu One Punch Man dont je vous parlais tout à l'heure. On se dirige plus sur du Attaque des Titans. Pour ceux qui aiment SNK, je peux vous conseiller Kaiju. Il y a vraiment de gros points communs entre les deux. C'est toujours aussi bon, je vais continuer. Voilà, je vais pas vous en dire plus en vrai. Les amis, laissez-moi vous parler d'un très gros morceau. Je vais pas vous reprendre la tête avec un certain auteur, Tom King évidemment. J'ai lu du Tom King que j'avais acheté à Paris. J'ai lu Rorschach. Rorschach. Voilà, comme ça. J'arrive pas à le prononcer. Non, on l'appelle Roro. Roro, c'est bien. Roro, ça sera lui. Voilà, ça se prononce Roro. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi est-ce que j'ai lu ça? De quoi ça nous parle, Roro, du coup? Roro, c'est l'histoire... ça me fait rire. En fait, il y a un candidat à la présidentielle américaine qui va subir une tentative d'assassinat
pendant un de ces meetings, et l'un des enquêteurs va devoir mener cette enquête, et on va découvrir notamment que l'un des suspects qui a été appréhendé portait le masque de Roro. Le fameux masque de Roro qu'on découvrait dans Watchmen, qui se passait 35 ans avant cette histoire. Déjà, première chose, quand je vous en ai parlé, que j'allais le lire, vous avez été beaucoup à me dire « Mais mec, Roro, ça n'a rien à voir avec Watchmen. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Même si t'as pas lu Watchmen, tu peux lire ça. » Non. Clairement pas. Les rapports, ils sont fous. Au-delà du fait qu'on nous parle d'Ozymandias, qu'on nous parle de Roro, qu'on nous parle de ces personnages-là, au-delà du fait qu'on nous parle du poulpe, pour pas spoiler, ça nous donne une lecture de Watchmen bien plus intéressante en fait. Ça nous donne un point de vue sur Watchmen. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'on parle plus de ces héros masqués dans le temps présent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'agir. On parle des répercussions de tout ça. On parle des répercussions de mettre un masque, d'inspirer les gens. Quand un mec comme Rorschach porte le masque et fait ce qu'il fait, il inspire des gens, en bien ou en mal. Dans un monde où ils ont existé, ces personnages-là, comment est-ce que réagit la société? Si on était dans notre monde actuel, et qu'on nous annonce qu'il y a des super-héros, qu'on nous annonce qu'il y a des aliens, etc., comment notre société survivrait à ça? Moi, j'adore le fait que ces personnages-là se sentent investis d'une mission, en fait. Ils sentent que ce personnage de Rorschach est réincarné en eux. Alors, évidemment, c'est fait d'une manière atroce, parce qu'ils comprennent pas du tout les actes du personnage. C'est déjà le cas dans notre société, hein. On fait coucou aux policiers qui revêtissent le crâne du Punisher. Salut! Non mais c'est un énorme coup de cœur. Alors je comprends la remarque de se dire que si c'était pas dans Watchmen, l'enquête serait la même. C'est totalement vrai. Mais c'est le cas déjà. Il y a du Watchmen. Déjà ça c'est trop bien. Il y a Tom King à l'écriture, qui en plus nous parle d'attentats, etc. Si jamais vous connaissez pas trop le personnage, j'ai déjà parlé de sa vie passée, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur son passé avant de devenir auteur. Troisièmement, et je vais y revenir, les dessins de Jorge Fornes sont absolument époustouflants. Et quatrièmement, et c'est le point que je vais aborder là, l'ambiance fait très David Fincher. Si jamais vous ne me connaissez pas, David Fincher, c'est le gars qui a fait Fight Club, entre autres, qui est mon film préféré. Donc j'adore Fincher. Là, on ressent plus une ambiance Zodiac 7, beaucoup de Zodiac, vraiment. Le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est quand Tom King s'amuse à jouer sur deux timelines. C'est pas toujours très compréhensible, c'est un peu le cas dans beaucoup de ses récits. Les personnages sont super bien écrits, les dialogues aussi, et pourtant, ils ont un peu ce côté inhumain qui fait que t'as l'impression d'être dans un autre monde. Finalement, je pense que ça s'explique par le fait que le truc qui s'est passé il y a 35 ans dans leur monde, bah ça fait en sorte que c'est pas le même monde que nous on a nous. Donc c'est très particulier, c'est à peine perceptible, mais ça donne un sentiment de malaise constant. Je vais vite conclure sur Rorschach pour passer au dernier bouquin. Je le conseille déjà à tous ceux qui auraient aimé Watchmen, mais même si vous n'avez pas aimé Watchmen, lisez Roro, parce que vraiment, ça peut driver un peu votre vision du premier bouquin, et vraiment, vous pouvez kiffer. Même le passage sur les pirates prend un peu plus d'épaisseur grâce à Roro. C'est dire. Les amis, je vous avais promis du culte, vous avez eu du Batman, voici du Spider-Man. Oui les amis, j'ai lu la dernière chasse de Craven, ça y est. Cette édition-là, je l'avais achetée avant qu'elle arrive en Mustave, etc. Ça fait bien 2 ans que je l'ai dans la bibliothèque. C'est une édition en VO, en souple, et du coup, bah, c'était aussi une de mes premières lectures VO, en réalité. Et bah, ça m'a pas gêné du tout, mais même au niveau du format, je trouvais ça plutôt agréable. Donc qu'est-ce que ça nous raconte, la dernière chasse de Craven? On va suivre le personnage de Craven, hein, c'est surtout sur lui qu'on va mettre l'accent. Et bah, Craven, il commence à se faire un peu vieux, il est un peu malade, et il se doute bien qu'il arrive un peu à la fin de sa carrière et de sa vie. On va donc suivre sa dernière chasse, sa chasse de l'araignée. Le bilan global, c'est, j'y trouve plein de qualités, peu de défauts, et pourtant j'ai l'impression d'être passé un peu à côté. Déjà en termes de qualité, Craven gagne en profondeur de fou. On en apprend un peu plus sur son passé, on en apprend un peu plus notamment sur sa mère, on en apprend plus sur ses intentions, comment est-ce qu'il s'y prend, etc. Donc là-dessus, c'est ce qu'on voulait en ouvrant ce bouquin, très content. Je me rends compte que je lis un truc culte parce que ça a influencé beaucoup des récits que j'aime sur l'araignée. Je pense notamment au run de Straczynski, tout ce qui est Animal Totem, bah, c'est évidemment inspiré de ça en grosse partie. Ou encore le supérieur Spider-Man, puisque Craven n'arrête pas de prouver
qu'il est supérieur à Spider-Man en devenant lui-même une version améliorée de Spider-Man. Exactement ce qui fera supérieur à Spider-Man plus tard. On est pile entre le récit très intime, comme j'aime, et le récit purement super-héroïque avec de l'action. Donc c'est bien équilibré. Et pourtant j'ai pas beaucoup aimé. Déjà il y a toute une partie sur la Vermine, ce super vilain dont tout le monde se fout. Il y a une grosse partie sur lui. Et bah je m'en fous aussi, je fais partie de ces gens qui se foutent de la Vermine. La relation avec MJ, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus approfondie, même si je pense qu'elle l'était dans le run en général. Mais isolé comme ça, ce bouquin-là, bah il survole un peu certaines choses. Et en fait ce qui m'a frustré, je crois, c'est qu'il y a des passages vraiment inutiles dans un run dans une histoire toute petite. Notamment sur la Vermine, on aurait pu en enlever beaucoup pour approfondir justement cette relation avec MJ ou vraiment le mental de Kraven qui est encore une fois pas assez poussé quoi. Je crois qu'en fait ce qui m'a surtout gêné c'est dans cette édition là en tout cas tout ce qui est ancrage, tout ce qui est lettrage. C'est horrible le lettrage vraiment, c'est flou de ouf, c'était trop compliqué à lire. En tout cas c'est un dessin qui baigne absolument dans son époque, donc pour les fans de rétro, vous trouverez votre bonheur. J'ai pas été transcendé. Finalement, je pense que le vrai problème de la dernière chasse de Kraven, c'est que c'est un récit qui est bien ancré dans son époque. bien ancré dans son époque. Et c'est difficile aujourd'hui de le lire sans le contexte éditorial de l'époque, sans tout ce que ça va impliquer, sans vraiment connaître le Spider-Man de cette époque et tout ce qui était fait autour. Maintenant, je suis trop content de l'avoir lu parce que effectivement c'est culte et ça a inspiré beaucoup de ce que j'aime aujourd'hui. Bon bah voilà les amis, je vous ai parlé de toutes mes lectures de ce mois d'août, finalement il y en avait plus que ce que je pensais au début du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.